3 tonnes d'or déplacent silencieusement les certitudes économiques du Sahel. Alors que les marchés internationaux annonçaient un choc brutal, les premiers chiffres ont révélé un écart persistant entre l'alarmisme extérieur et une stabilité intérieure mesurable, déroutant analystes et institutions régionales. Que signifie concrètement cette divergence pour vous aujourd'hui, à l'heure où Ibrahim Traoré défend une méthode fondée sur la mesure plutôt que sur la rupture? Une décision comptable devient alors un basculement stratégique durable. Cette séquence propose une lecture rigoureuse d'un phénomène souvent réduit à des slogans. L'intérêt est simple: comprendre les écarts entre prévision et réalité. L'enjeu dépasse l'épisode des 3 tonnes d'or, car il touche à la manière dont une décision administrative peut modifier, en moins d'un cycle fiscal, l'équilibre entre souveraineté économique et discipline de marché. Plutôt que d'opposer idéologie et orthodoxie, l'analyse s'appuie sur des faits observables, des comparaisons mesurées et des chaînes causales vérifiables. Ce cadre permet d'éviter 2 pièges fréquents: l'adhésion aveugle aux récits alarmistes et le rejet automatique de toute intervention étatique. Ce qui est en jeu, c'est la capacité à lire correctement des données quand elles contredisent les modèles dominants. Pourquoi des chiffres stables peuvent-ils produire autant de tensions interprétatives? Pintam-tam. En suivant pas à pas les mécanismes comptables, les réactions des acteurs et les effets concrets sur le terrain, cette partie fixe les règles du jeu analytique. Elle prépare aussi la question centrale: à quel moment la mesure devient-elle un levier de pouvoir réel, et pour qui? Les chiffres ont démenti le scénario dominant plus vite que prévu. En 2025, le Mali a déclaré une production de 67 tonnes d'or, un niveau supérieur aux projections qui anticipaient une contraction rapide après le durcissement administratif. Cette donnée, prise isolément, pourrait sembler anodine. Pourtant, elle a agi comme un révélateur. Les modèles extérieurs reposaient sur une hypothèse simple: un contrôle étatique accru entraînerait mécaniquement une chute des volumes, une désorganisation des chaînes minières et un retrait des investisseurs. Or, la continuité observée sur le terrain a introduit un décalage structurel entre anticipation et réalité. Ce décalage n'a pas seulement surpris les marchés, il a exposé les limites des calendriers financiers et des scénarios automatisés utilisés pour lire le Sahel sans interroger leur postulat de départ. Ce basculement s'inscrit dans une séquence plus large. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré avait déjà mis en avant une réforme comptable exigeant que les opérateurs rendent des comptes d'abord à l'État selon des formats définis localement. À l'époque, cette approche avait été jugée risquée, voire isolée. Pourtant, l'observation progressive des flux n'avait pas montré l'effondrement redouté, mais une stabilisation graduelle, difficile à intégrer dans les récits dominants. Dans le contexte malien, la révélation des volumes produits a déplacé le débat. Les administrations ont commencé à produire leurs propres données, réduisant la dépendance envers les rapports fournis par les compagnies étrangères. Ce changement méthodologique a transformé la nature même de l'analyse. Il ne s'agissait plus de spéculer sur des chocs hypothétiques, mais de comparer des résultats vérifiés à des hypothèses contestées. Ainsi, la question n'est plus seulement de savoir si l'intervention est légitime, mais si la mesure précède l'interprétation. En plaçant les chiffres avant les récits, la méthode associée à Ibrahim Traoré a ouvert un espace analytique nouveau où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un paramètre observable. Pour comprendre la portée concrète du changement, il faut quitter les tableaux macroéconomiques et suivre ceux qui appliquent la règle au quotidien. Un premier repère est celui d'un inspecteur minier malien, longtemps cantonné à des contrôles formels. Avant les audits renforcés, son travail se résumait à valider des déclarations standardisées, rarement discutées. Avec l'arrivée d'un administrateur provisoire sur un site clé, sa mission a changé de nature. Chaque ligne comptable est devenue une question opérationnelle. Chaque incohérence, un indice exploitable. Ce déplacement n'a pas été brutal. Les demandes se sont précisées, les échanges se sont documentés, les réponses ont été vérifiées dans la durée. Pour l'inspecteur, la nouveauté n'était pas seulement technique. Elle résidait dans la reconnaissance d'un rôle longtemps marginalisé. Le contrôle cessait d'être symbolique pour devenir un levier d'ajustement réel, capable d'influencer les pratiques déclaratives. Un second récit éclaire un autre versant.
Le dirigeant d'une petite entreprise locale de maintenance industrielle décrit une transition graduelle. À mesure que certains prestataires étrangers réduisaient leur présence, des acteurs nationaux ont été sollicités pour assurer la continuité des services. L'opportunité s'est accompagnée d'exigences nouvelles, délais stricts, traçabilité accrue, responsabilité contractuelle renforcée. La visibilité gagnée s'est payée par une discipline opérationnelle plus élevée. Ces trajectoires individuelles convergent vers un même constat. Les premiers effets du changement doctrinal n'apparaissent pas dans les capitales financières, mais dans des gestes répétés, mesurables, appliqués sur le terrain. Avant le durcissement administratif, l'équilibre paraissait figé. Les opérateurs déclaraient, les administrations validaient et les écarts restaient largement invisibles. Puis une inflexion s'est produite. Sous l'impulsion de réformes initiées au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a mis en avant une exigence simple. La comptabilité devait d'abord répondre au format défini par l'État. Cette activation n'a pas été annoncée comme une rupture, mais comme une mise à niveau méthodologique. Pourtant, elle a immédiatement modifié les anticipations extérieures. La phase d'activation a été marquée par la méfiance. Les projections internationales prévoyaient une désorganisation rapide. Baisse des volumes, ralentissement des extractions, retrait progressif des partenaires étrangers. Dans les premières semaines, le bruit a dominé les faits. Les commentaires ont précédé les données et les marchés ont interprété chaque décision administrative comme un signal de choc imminent. Sur le terrain, cependant, les opérations ont continué. Les audits se sont installés sans interrompre les chaînes de production. Le point de tension est apparu lorsque le Mali a franchi un seuil décisif. L'imposition d'un administrateur provisoire sur le complexe aurifère de la Gouna a cristallisé les craintes. À l'extérieur, le geste a été lu comme un raid administratif. À l'intérieur, il a fonctionné comme une correction attendue d'un déséquilibre ancien. Les contrôles ont révélé des mécanismes longtemps tolérés. Exemption fiscale étendue, sous-déclaration récurrente, dispositif de transfert de valeur peu lisible. Chaque découverte a déplacé le centre du débat de la peur de la rupture vers l'examen des faits. Le climax s'est joué dans ce contraste. Alors que les discours alarmistes se multipliaient, les données opérationnelles suivaient une trajectoire différente. Les extractions ne se sont pas arrêtées. Les salaires ont continué d'être versés. Les raffineries locales ont progressivement absorbé des fonctions logistiques délaissées par certains acteurs étrangers. La confirmation de volumes élevés a agi comme un électrochoc analytique. Le récit dominant, fondé sur l'hypothèse d'un effondrement automatique, ne correspondait plus aux observations. C'est à ce moment que la méthode associée à Ibrahim Traoré a changé de statut. D'initiative jugée isolée, elle est apparue comme un protocole reproductible. La logique n'était pas de bloquer les flux, mais de les rendre mesurables. Les audits n'ont pas provoqué la panique annoncée. Ils ont introduit une discipline nouvelle. La confrontation idéologique attendue a laissé place à une reconfiguration pragmatique des rapports entre État et opérateurs. Les résonances se sont ensuite accumulées. Chaque audit supplémentaire a renforcé la capacité des administrations à produire leurs propres données. La dépendance envers les rapports fournis par les compagnies étrangères s'est réduite. Cette accumulation de corrections a généré un effet de stabilisation progressive. Les marchés ont été contraints d'ajuster leur modèle, confrontés à une réalité qui ne suivait pas le scénario de rupture. Ainsi, la séquence activation-tension-résonance révèle une dynamique précise. Ce qui devait être un choc s'est transformé en ajustement méthodique. La doctrine sahélienne n'a pas avancé par proclamation, mais par enchaînement d'actes vérifiables. La maîtrise des chiffres a redéfini les rapports de force sans interrompre les flux essentiels, montrant qu'un changement administratif peut produire des effets durables sans bruit spectaculaire. Le point de départ de l'analyse repose sur un contraste clair entre un scénario attendu et un résultat observé. Les projections initiales tablaient sur une baisse sensible de la production aurifère après le durcissement des audits. Or, les données collectées sur le terrain ont montré une continuité opérationnelle qui a rapidement
invalider cette anticipation. Ce décalage constitue le premier signal mesurable d'un changement structurel plus profond. Un premier repère chiffré s'impose. En 2025, le Mali a déclaré une production de 67 tonnes d'or. Ce volume est supérieur aux estimations formulées avant l'intervention administrative. Il ne traduit pas une expansion spectaculaire, mais une stabilité robuste dans un contexte jugé fragile par les observateurs extérieurs. Cette donnée indique que les chaînes d'extraction et de traitement ont absorbé la pression réglementaire sans rupture majeure. En d'autres termes, l'intensification des audits a coexisté avec la production au lieu de l'interrompre. Un second indicateur affine la lecture. Comparé à la situation observée 2 ans auparavant, la production aurifère montre une progression d'environ 12%. Cette évolution modérée suggère un effet cumulatif des corrections administratives. Elle ne résulte pas d'une accélération brutale de l'extraction, mais d'une meilleure captation de la valeur produite. La réduction des sous-déclarations et la clarification des flux ont déplacé le chiffre déclaré plus près de la réalité opérationnelle. Le delta observé valide l'hypothèse selon laquelle le contrôle peut fonctionner comme un stabilisateur comptable plutôt que comme un frein productif. Un troisième repère concerne l'emploi, souvent absent des modèles financiers. Dans certaines zones minières directement liées aux sites d'extraction, les observations locales font état d'une augmentation d'environ 15% de l'emploi minier en 2025. Cette évolution est significative car elle intervient à un moment où un ralentissement était largement anticipé. Elle reflète un déplacement progressif des contrats vers des prestataires nationaux et est appelée à compenser le retrait partiel de certains acteurs étrangers. L'emploi devient ici un indicateur indirect de résilience opérationnelle. Pris isolément, chacun de ces chiffres resterait insuffisant pour remettre en cause un récit dominant. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La stabilité des volumes, la progression mesurée sur 2 ans et la hausse de l'emploi convergent vers une même conclusion. Le durcissement administratif n'a pas produit l'effondrement redouté. Il a modifié la manière dont la valeur est mesurée, déclarée et contrôlée. Ces données obligent à revoir les cadres d'interprétation. Les modèles qui associaient automatiquement intervention étatique et rupture des flux se heurtent à une réalité plus nuancée. Dans ce contexte, l'approche défendue au Burkina Faso par Ibrahim Traoré apparaît moins comme une exception idéologique que comme une expérimentation empirique. Les chiffres ne racontent pas une réussite simplifiée. Ils révèlent une mécanique lente, cumulative et fondée sur des deltas vérifiables. C'est cette accumulation, plus que tout discours, qui redéfinit aujourd'hui la lecture économique du Sahel. Les opposants au modèle sahélien avancent d'abord un argument économique structuré. Selon eux, le durcissement des audits et la reprise de contrôle sur les ressources fragiliseraient la capacité d'investissement à moyen terme. La logique est arithmétique. Moins de capitaux étrangers impliquerait moins de liquidités disponibles, donc une pression accrue sur des administrations déjà sollicitées. Les infrastructures minières exigent des financements lourds, une expertise technique continue et des chaînes logistiques fiables. Dans cette lecture, le risque n'est pas idéologique, mais financier. Un second argument concerne la vulnérabilité des chaînes de production. Les critiques estiment que la révision des contrats et l'incertitude administrative peuvent provoquer une désorganisation progressive. Le retrait partiel d'opérateurs internationaux serait susceptible de créer des goulets d'étranglement logistiques, des retards d'approvisionnement et une dépendance accrue à des acteurs moins expérimentés. À cela s'ajoute la crainte d'un climat d'imprévisibilité peu propice aux engagements industriels de long terme. Ces inquiétudes reposent sur des précédents observés dans d'autres régions extractives. Ces deux critiques sont cohérentes et ne peuvent être écartées sans examen. Elles posent des questions réelles de soutenabilité et de crédibilité. Pourtant, confrontées aux données observées sur le terrain, elles appellent une réponse nuancée. Malgré les audits renforcés et les litiges fiscaux, la production aurifère malienne est restée proche de 67 tonnes en 2025. Les opérations ne se sont pas arrêtées, elles se sont adaptées. Les salaires ont continué d'être versés et les raffineries locales ont assumé des fonctions logistiques auparavant externalisées. De plus, la progression mesurée de la production sur 2 ans
et l'augmentation de l'emploi dans certaines zones minières suggèrent que la transition ne s'est pas traduite par une contraction brutale. Les chaînes n'ont pas disparu, elles se sont reconfigurées. Cela ne signifie pas que les risques sont inexistants, mais qu'ils ne se sont pas matérialisés selon les scénarios les plus pessimistes. Ainsi, le débat gagne en précision. Les arguments adverses conservent leur validité théorique, mais les faits indiquent une dynamique hybride. La région n'a pas rompu avec le marché mondial. Elle en redéfinit les modalités par la mesure, la vérification et la cohérence des données, une logique déjà associée à l'approche portée par Ibrahim Traoré. À ce stade, une idée simple s'impose. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. Cette formule marque un déplacement décisif. Jusqu'ici, le débat opposait surtout des récits, alarmisme extérieur contre constat empirique. À mi-parcours, un autre niveau apparaît. La transformation observée n'est pas d'abord idéologique, elle est méthodologique. Ce qui change réellement, ce n'est pas le volume extrait, mais la manière dont la valeur est mesurée, validée et reconnue comme légitime par les acteurs eux-mêmes. Le révélateur a été la réaction du système face à la contrainte. Lorsque les audits se sont intensifiés, rien ne s'est figé. Les administrations ont appris à produire leurs propres données. Les opérateurs ont ajusté leurs pratiques déclaratives. Les marchés ont dû composer avec des chiffres qu'ils ne contrôlaient plus directement. Cette capacité d'absorption a montré que la doctrine sahélienne fonctionnait comme un protocole opérationnel plutôt que comme une posture défensive. C'est ici que l'influence d'Ibrahim Traoré prend une portée plus large. L'approche initiée au Burkina Faso ne cherchait pas la rupture frontale. Elle modifiait l'ordre des priorités, mesurer avant de négocier, vérifier avant d'interpréter. Ce renversement discret a déplacé les rapports de force sans provoquer de choc visible. À ce stade, le constat est clair. Le pouvoir ne réside plus seulement dans la décision, mais dans la capacité à produire des chiffres crédibles. Cette règle simple redéfinit la trajectoire sans bruit, mais avec des effets durables. Pour les administrations nationales, l'effet le plus immédiat a été la reprise de contrôle sur l'information économique. Les audits menés au Mali ont mis en lumière des sous-déclarations régulières et des clauses d'exemption héritées d'accords anciens. Chaque correction intégrée dans les bilans a renforcé la capacité de l'État à produire ses propres données. Cette autonomie informationnelle a modifié la posture institutionnelle. L'administration n'est plus un simple validateur, mais un acteur économique doté d'outils mesurables, une logique déjà éprouvée au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Du côté des entreprises, l'impact s'est manifesté par une recomposition progressive. Les grandes sociétés internationales ont dû s'adapter à des exigences documentaires plus strictes, tandis que des prestataires locaux ont vu leur rôle s'élargir. Cette redistribution n'a pas été automatique. Elle s'est accompagnée de contraintes nouvelles, respect des délais, traçabilité accrue, responsabilité contractuelle renforcée. Pour les entreprises nationales, l'opportunité s'est doublée d'une discipline plus élevée, la visibilité gagnée s'est payée par une exposition accrue au contrôle, mais aussi par une intégration plus stable dans la chaîne officielle de valeur. Pour les ménages vivant à proximité des sites miniers, les conséquences ont été plus immédiates et souvent plus pragmatiques. Contrairement aux craintes initiales, les opérations ne se sont pas arrêtées. Les salaires ont continué d'être versés et les activités périphériques n'ont pas connu de chute brutale. Dans certaines communes, la continuité de l'emploi et une légère hausse des recrutements ont réduit l'incertitude quotidienne. Cette stabilité relative a nourri l'idée que le contrôle accru pouvait coexister avec une sécurité économique minimale, renforçant la crédibilité des réformes dans l'opinion publique. À l'échelle régionale, enfin, les effets ont dépassé le cadre national. L'observation attentive des résultats maliens a suscité des ajustements ailleurs. Le Niger a engagé des révisions contractuelles et exigé davantage de transparence sur les volumes exportés. L'Alliance des États du Sahel, initialement conçue comme un cadre sécuritaire, a commencé à fonctionner comme un espace de coordination économique. Les pratiques se sont alignées par mimétisme méthodologique plutôt que par injonction politique. Cette convergence a renforcé la position collective des États dans leurs échanges avec les opérateurs. Ces 4 niveaux d'impact dessinent une même dynamique. La transition n'a pas produit de rupture spectaculaire, mais une série d'ajustements tangibles
perceptibles par des acteurs différents. En plaçant la mesure au centre, la méthode associée à Ibrahim Traoré a transformé des décisions administratives en effets vécus. C'est dans cette accumulation de conséquences concrètes que la souveraineté cesse d'être abstraite pour devenir une réalité observable. Un premier scénario, dit de continuité, repose sur la poursuite méthodique des pratiques actuelles. Les audits se maintiennent à un rythme stable, les formats de déclaration restent inchangés et les opérateurs intègrent progressivement les exigences documentaires. Dans cette trajectoire, les volumes extraits demeurent relativement constants et les tensions restent contenues. La souveraineté comptable devient une routine administrative plutôt qu'un signal politique. Ce scénario suppose une discipline institutionnelle continue et une capacité à résister aux pressions conjoncturelles sans accélération brutale. Un second scénario, plus favorable, imagine une synchronisation accrue à l'échelle régionale. Les expériences menées au Mali, au Burkina Faso et au Niger convergent vers des standards communs. Les méthodes d'audit s'harmonisent, certaines données critiques sont partagées et des équipes techniques coopèrent davantage. L'Alliance des États du Sahel évolue alors vers un cadre économique plus lisible. Cette cohérence méthodologique renforce la prévisibilité des règles et attire des partenaires prêts à travailler selon ces normes. Dans cette hypothèse, la région consolide sa position de négociation, prolongeant une logique déjà associée aux orientations impulsées par Ibrahim Traoré. Un troisième scénario, plus tendu, ne peut être écarté. Il repose sur une résistance accrue de certains acteurs extérieurs, inquiets de la perte de contrôle informationnel. Des pressions diplomatiques, des tentatives de renégociation défavorables ou des signaux de désengagement partiel pourraient émerger. Les administrations devraient alors gérer une double contrainte, maintenir la réforme tout en absorbant les tensions externes. Le risque principal ne serait pas un effondrement immédiat, mais un ralentissement, lié à la dispersion des ressources institutionnelles. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, elles constituent des cadres de lecture conditionnels. Si la cohérence administrative est maintenue, la transition gagne en stabilité. Si elle se fragmente, les effets s'affaiblissent. La recommandation centrale est donc méthodologique. Mesurer avant d'agir, consolider les données avant de négocier. Dans un environnement incertain, la capacité à produire des chiffres crédibles demeure le principal levier d'adaptation à court et moyen terme. Pour une partie de la population sahélienne, l'effet le plus immédiat n'est ni strictement financier, ni institutionnel. Il est perceptif. Pendant longtemps, la valeur produite localement semblait décidée ailleurs, validée par des rapports extérieurs et interprétée hors du territoire. Le fait de voir des audits nationaux remplacer des évaluations importées a modifié cette perception. La souveraineté devient visible dans des gestes administratifs autrefois invisibles. Chez les jeunes actifs, cette transformation prend une forme plus concrète. L'extension des équipes d'audit, la montée en importance des certifications et l'ouverture de formations spécialisées créent des perspectives professionnelles nouvelles. Le secteur minier, longtemps perçu comme fermé, commence à apparaître comme un espace où des compétences locales peuvent être reconnues. Cette évolution ne nourrit pas une euphorie, mais un réalisme prudent. Elle suggère qu'il existe des trajectoires professionnelles sans rupture avec le pays. Les entreprises nationales vivent de ce changement comme un apprentissage accéléré. L'accès à de nouveaux contrats s'accompagne d'exigences plus strictes en matière de qualité, de délai et de traçabilité. Pour certaines structures, la transition est exigeante. Elle impose des investissements organisationnels et une montée en compétences rapides, mais elle offre aussi une reconnaissance institutionnelle inédite. Être intégré dans la chaîne officielle de production confère une légitimité durable. Du côté des diasporas, le regard évolue plus lentement. Là où dominait souvent la résignation, apparaît une curiosité attentive. Les décisions deviennent lisibles, les chiffres comparables, les trajectoires discutables. La confiance ne s'impose pas. Elle se construit par accumulation de preuves, reliant progressivement les réformes institutionnelles à l'expérience vécue des citoyens. La première étape consiste à consolider durablement les capacités internes de contrôle. Les audits doivent alors s'appuyer sur des registres modernisés,
des formats de déclaration standardisés et des outils capables de vérifier les volumes de manière régulière. L'objectif est opérationnel. Réduire l'écart entre chiffres déclarés et chiffres vérifiés d'un cycle à l'autre. Le critère de réussite n'est pas politique, mais mesurable à travers la diminution progressive des anomalies comptables. Cette logique prolonge l'approche défendue au Burkina Faso par Ibrahim Traoré, où la maîtrise des données a été posée comme condition préalable à toute négociation. La deuxième étape porte sur la formation et la montée en compétences. Un contrôle renforcé ne peut être soutenu sans équipe qualifiée. Il s'agit de renforcer les filières techniques liées à l'audit, à la certification et à l'analyse des flux miniers. L'indicateur clé est simple, la part des inspections menées sans assistance extérieure. Plus cette proportion augmente, plus la souveraineté comptable gagne en profondeur et en crédibilité. La troisième étape vise la synchronisation régionale. Pour éviter une juxtaposition d'initiatives isolées, les États doivent aligner leur méthodologie, harmoniser les formats d'audit, partager certaines données critiques et constituer des équipes conjointes pour les inspections transfrontalières permet de réduire les divergences. Cette cohérence transforme des politiques nationales en dynamique collective, renforçant la prévisibilité des règles. Enfin, la transparence constitue la quatrième étape. Publier régulièrement les résultats d'audit, les ajustements contractuels et les évolutions réglementaires permet de consolider la confiance interne et externe. La réussite se mesure par la régularité et la lisibilité de ces publications. À ce stade, la méthode associée à Ibrahim Traoré cesse d'être une orientation abstraite pour devenir un système vérifiable, compréhensible et discutable. Lorsque l'on revient à l'image initiale, celle d'un inspecteur penché sur un registre devenu soudain décisif, le sens du basculement apparaît avec plus de netteté. Ce geste discret, longtemps relégué à l'arrière-plan des grandes décisions, s'est transformé en point d'ancrage d'une mutation plus vaste. Chaque ligne vérifiée, chaque chiffre corrigé a déplacé un équilibre que beaucoup pensaient immuable. La transformation n'a pas pris la forme d'un discours spectaculaire, mais celle d'une pratique répétée et patiente. Dans cette trajectoire, le rôle d'Ibrahim Traoré ne se lit pas comme celui d'un symbole héroïque, mais comme un repère méthodologique. En plaçant la comptabilité au centre de l'action publique, il a rappelé que la souveraineté ne commence ni par la confrontation, ni par la proclamation, mais par la capacité à mesurer ce qui est réellement produit. Cette intuition, testée à Ouagadougou avant de résonner à Bamako et au-delà, a offert à la région un langage commun fondé sur les faits plutôt que sur les anticipations. Le motif revient alors, presque intact, un bureau, des registres, une vérification minutieuse. En filigrane, un principe revient sans cesse. La souveraineté commence par la mesure. Au terme de ce parcours, une ligne de fracture devient visible, mais elle ne sépare pas partisans et opposants. Elle distingue deux manières d'observer le changement. D'un côté, une lecture fondée sur les anticipations, les modèles importés et les réactions réflexes. De l'autre, une approche attentive aux pratiques, aux chiffres produits localement et aux ajustements progressifs. La transition sahélienne invite chacun à choisir sa grille d'analyse. Ce choix n'est pas politique, il est méthodologique. Examiner les audits, comparer les données, suivre les effets concrets sur les administrations, les entreprises et les ménages permet de dépasser les récits simplifiés. La souveraineté, dans ce cadre, n'est ni un slogan, ni une promesse abstraite. Elle devient un processus observable, discutable et perfectible. Le rôle du public est alors central. Poser des questions, confronter les chiffres, interroger les limites du modèle participe à sa solidité autant qu'à sa remise en cause. Rien n'est figé, tout peut être mesuré, discuté et amélioré collectivement. Face à une souveraineté qui se construit par la méthode plutôt que par le discours, quelle posture analytique choisissez-vous d'adopter ?